Bonjour, donc je continue le chapitre 4, on est à la page 9. Donc dans les premières vidéos, on a travaillé sur des convertisseurs de puissance mécanique en puissance électrique, avec l'alternateur et les rails de Laplace. Là, on va faire en sens inverse, on va voir de la conversion de puissance électrique en puissance mécanique. On va retravailler sur les rails de Laplace, mais avec un dispositif un petit peu différent qui va permettre un fonctionnement en moteur. Donc, même dispositif que sur le début du chapitre. On a un champ magnétique ici qui est donc vertical et dirigé suivant l'axe UZ. Il est uniforme et stationnaire, donc le même en tout point du dispositif et puis indépendant du temps. La différence, c'est qu'on a ajouté un générateur. Donc ça ne figurait pas dans le premier dispositif qui était étudié, et c'est pour ça que ça va pouvoir fonctionner en régime moteur. Donc on a un interrupteur ici, donc au temps zéro, on bascule l'interrupteur de façon à fermer le circuit, et puis donc la barre Mn, qu'on modélise toujours par une résistance électrique R, est initialement immobile, mais elle va se mettre en mouvement, parce que ce qui va se passer, c'est que à cause de la présence du générateur ici, la tension U l'a imposée, il y aura un courant d'intensité I qui va circuler, donc il y a un sens arbitraire qui a été choisi ici. La barre conductrice ici étant parcourue par un courant et placée dans un champ magnétique, il y aura une force de Laplace qui va mettre en mouvement la barre. Donc il y aura bien une conversion, il y a une puissance électrique reçue qui va permettre d'obtenir une puissance mécanique associée au mouvement de la barre. Et puis donc, puisque la barre va être mise en mouvement en présence d'un champ magnétique, il y aura une variation du flux qu'on va exprimer tout de suite après, et donc ça va donner naissance à une force électromotrice induite qui, on le vérifiera, devrait s'opposer à la tension U, et la loi de Lenz devrait être vérifiée. Alors on modélise tout ça, donc d'abord pour la force électromotrice, on va retrouver beaucoup de raisonnements identiques à ce qu'on a fait en début du chapitre, donc ça n'est pas autant détaillé dans la suite puisque c'est fait sur les premières pages. Alors pour le flux, donc ce qui va varier, c'est la surface ici du cadre rectangulaire délimité par les points Mn et puis les deux autres points qui sont ici. Donc la surface va varier. La surface, si je note de nouveau A, la dimension ici, la longueur de la barre entre les points Mn, la surface du circuit a une aire A fois X. On utilise le sens d'orientation ici et la règle de la main droite. Le vecteur normal est bien suivant plus UZ, et donc quand on exprime le produit scalaire, on trouve que le flux c'est B fois A fois X, X étant la seule grandeur qui dépend du temps. On utilise la loi de Faraday, donc la FEM induite est l'opposé de la dérivée temporelle du flux. On retrouve une expression identique à celle étudiée pour les rails de Laplace en fonctionnement en générateur. Maintenant, la modélisation sur le plan électrique avec le schéma du circuit électrique équivalent, en négligeant l'auto-induction toujours, est un petit peu différent de ce qu'on a fait dans la première partie. Donc je remets bien une FEM induite et puis la résistance. Le sens de la flèche pour la FEM est bien la même, on a la même orientation que pour le courant. Par contre, là, je rajoute le générateur avec la tension U à ses bornes. Et donc c'est lui qui va imposer le sens du courant. On est bien sûr en convention générateur pour la FEM induite ici et la tension grand U. Pour la résistance, si on veut écrire la loi d'Ohm sous la forme U égale RI, il faut avoir une convention récepteur pour cette résistance-là. Alors justement, si on applique la loi d'émail et qu'on écrit la loi d'Ohm en convention récepteur, on va obtenir ici, alors quand on va se déplacer, on aura U plus E, alors qui devrait être égal à la tension aux bornes de la résistance, donc en convention récepteur ici, le courant remontant dans la branche, donc une flèche de tension allant vers le bas, donc U plus E égale à RI. Je remplace la FME par l'expression obtenue ici, ça nous donne l'équation électrique. Et on trouve donc l'expression pour l'intensité du courant. Par rapport à ce qu'on a vu dans les premières pages du livret de cours, la différence, c'est bien sûr le terme de tension U qui apparaît, qui est supplémentaire ici. Pour l'équation mécanique, alors je ne refais pas toute la démonstration parce que c'est rigoureusement la même chose. C'est la même chose que ce que vous aviez obtenu en page 3. Simplement, là, il n'y a pas de force exercée par un opérateur extérieur. Donc, si vous prenez cette force-là nulle, on obtient l'équation mécanique qu'on avait déjà vue d'ailleurs pour le freinage électromagnétique. Donc, j'ai une équation électrique, une équation mécanique. Comme les fois précédentes, il faut découpler, parce que je vois que dans l'équation électrique, j'ai à la fois la vitesse et l'intensité. Dans l'équation mécanique, l'intensité et la dérivée de la vitesse. Alors, je repars de cette équation mécanique et je vais remplacer l'intensité par l'expression obtenue dans l'équation électrique. Donc, il y a cette expression, je le remplace ici, et puis, donc, voilà, j'obtiens, j'ai développé, là, j'ai multiplié le terme en BA par les deux termes qui interviennent ici, donc voilà ce que j'obtiens. Donc je vois que j'ai la dérivée de la vitesse,
j'ai la vitesse, les autres termes sont constants. Donc pour me ramener à une écriture canonique, ce terme-là, là, avec le si-, je le passe dans le membre de gauche. Donc je bascule de l'autre côté et je vais tout diviser par la masse, de façon à ce qu'il ne reste pas de coefficient multiplicateur devant le terme de dérivée temporelle de la vitesse. Donc ça me donne cette écriture. J'ai introduit un temps caractéristique taux comme les fois précédentes. Donc taux, c'est m fois r sur b carré à carré, et puis on a donc une équation différentielle d'ordre 1, donc qui est linéaire, avec des coefficients qui sont constants. Donc on a un second membre ici, mais ce second membre contient des termes constants. Donc c'est une résolution semblable à ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire que pour la solution générale, vous aurez la solution homogène plus la solution particulière. Donc solution homogène, c'est celle de l'équation sans second membre, donc a exponentielle moins t sur taux, taux étant écrit au-dessus, a étant une constante. Et puis la solution particulière, donc elle est de la même forme que le second membre, donc c'est une constante, c'est-à-dire qu'on aurait la dérivée nulle ici. Donc on va trouver, avec l'expression de taux établie là, on va trouver que ça fait u sur BA. Pour trouver la constante A, on prend les conditions initiales, donc au temps 0, la vitesse est nulle. Donc ça permet d'obtenir l'expression de la constante A qui est écrite ici. En refactorisant, voilà ce qu'on obtient pour la vitesse, donc quelque chose de semblable finalement à ce qu'on avait en mode de fonctionnement en translation pour la conversion de puissance mécanique en puissance électrique, avec une courbe qui est la suivante. Donc on a au temps 0 la vitesse qui est nulle. Au début, sur la courbe, on a donc la courbe qui est confondue avec la tangente à celle-ci, et puis donc la vitesse augmente de moins en moins vite et va se stabiliser, et on arrive en régime permanent avec une droite asymptote horizontale correspondant à la valeur de vitesse V limite. D'ailleurs, alors quand on est dans ce régime permanent, là où la vitesse est constante égale à la vitesse limite, comme on a vu ici que l'intensité était proportionnelle à la dérivée de la vitesse, et bien vous aurez une intensité nulle. Donc quand le régime permanent sera atteint, il n'y aura plus de courant circulant dans le circuit, et donc s'il n'y a plus de courant circulant dans le circuit, quand vous reprenez là cette première écriture de la loi d'Emaille, le deuxième terme ici est nul, donc E sera l'opposé de la tension U. C'est bien ce qu'on avait prévu ici au niveau des phénomènes à observer, à savoir qu'on devra avoir une FEM induite qui va apparaître et qui doit s'opposer à la tension U, qui est quand même à l'origine de l'apparition de ce phénomène d'induction. Donc on a bien vérification de ce phénomène-là. On dit d'ailleurs là qu'on a une force contre-électromotrice du moteur, puisqu'elle va s'opposer, la FEM induite va s'opposer à la tension qui était imposée d'abord par le générateur, et qui va être à l'origine du phénomène. Bon, comme les fois précédentes, on peut faire un bilan énergétique, alors c'est un petit peu moins détaillé, on va un petit peu plus vite. Donc on multiplie l'équation électrique par l'intensité, l'équation mécanique par la vitesse. Donc si je reprends un petit peu en arrière, là ça fera donc U fois I plus E fois I égale RI carré, et puis ici, M fois la dérivée de la vitesse fois V égale I fois B fois A fois V. En combinant tout ça, vous allez obtenir cette expression-là, et donc si on fait le bilan, on a donc le premier terme U fois I, c'est la puissance qui est fournie par le générateur, qui est dans le circuit au début, et qui est égale à la puissance que reçoit la résistance, et à la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique. Donc là, on a bien une puissance fournie par un générateur électrique, qui va en partie être transformée en énergie cinétique ici. On remarque là, il y a un deuxième terme aussi qui va permettre d'augmenter, qui va permettre de dissiper de l'énergie par effet Joule, puissance par effet Joule. C'est pas vraiment l'effet recherché. Ce qu'on veut plutôt, c'est convertir la puissance donc électrique en une forme mécanique. Donc ce terme-là est plutôt à éviter. Ce seront des pertes. Donc si on veut limiter cette dissipation par effet Joule, en fait il faut choisir des fils de très faible résistance pour idéalement n'avoir aucune perte ici. Bon, donc pour cette application, vous voyez que le traitement est quand même très proche de ce qu'on a pu faire avant. Finalement la seule différence, c'était qu'il fallait penser à introduire la tension imposée par le générateur, mais on voit que le traitement est rigoureusement le même. La conversion effectivement n'est pas faite dans le même sens. On convertit une puissance électrique ici en puissance mécanique, ce qui correspond bien à un fonctionnement en mode moteur.